Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline à la fois sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes. On va évoquer les débats de l'actualité, la présidentielle, évidemment, la guerre en Ukraine. Avec nos invités, nous sommes avec Vincent Hervouet. Bonsoir Vincent, éditorialiste. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Merci. Elles sont passées, mais merci beaucoup. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alexandre Devecchio du Figaro. Bonsoir Laurence. Et Gilles Montré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir Laurence. On va commencer par la politique, si vous le voulez bien. Demain, c'est le débat de l'entre-deux tours, une catharsis, le moment, l'acmé de la campagne présidentielle. Qu'attendre de ce débat Est-ce que les Français, d'abord, vont le regarder massivement? En général, oui, parce que c'est un rendez-vous traditionnel. Mais est-ce qu'ils en attendent réellement quelque chose? Est-ce que les lignes politiques peuvent bouger? On vous a posé la question. Écoutez vos réponses. J'attends pas grand-chose parce que je sais déjà parfaitement pour qui je vais voter. Donc pour moi, il faut faire absolument barrage à Marine Le Pen et éviter l'extrême droite. Absolument. J'ai le sentiment que Marine Le Pen n'a pas nécessairement les armes et qu'encore une fois, on va la diaboliser, la ramener à l'extrême droite, au RN, au FN, machin. Donc j'attends pas vraiment grand-chose, quoi. Pas d'attaque ad hominem, pas de... Qu'ils ne règlent pas leur compte de manière agressive. Voilà, un vrai débat. Moi, je suis assez désenchanté par nos politiciens. Donc, de toutes les façons, les deux choix ne me conviennent pas. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Mais ça m'intéresse quand même de voir ce que ça va donner et de voir un peu qui va l'emporter. Ça reste intéressant. Mais pour moi, ce sera juste du spectacle, entre guillemets. Et voilà, je suis assez sceptique de toutes les façons sur les idées des deux candidats. Voilà pour les réactions des Français que nous avons interrogés. Gilles Montré, c'est intéressant. Ils disent pas d'invective, pas d'agressivité. On a envie d'un vrai débat serein. On a envie d'enfin entendre ce que disent l'un et l'autre sur leurs programmes respectifs. Ben oui, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment eu de débat dans cette présidentielle. On a parlé d'élections low cost avant le premier tour. Pratiquement pas de débat sur le fond. Une période électorale très courte. D'abord le Covid, qui a empêché aussi certains rassemblements, certains meetings, qui les a limités. Ensuite, surtout, la guerre en Ukraine, où il y avait eu des médias qui se sont consacrés presque à 100%, des émissions qui étaient à 100% sur le sujet, et c'est normal. C'était la préoccupation de 9 Français sur 10 qui étaient inquiets. Et puis, voilà, très, très court, sur 15 jours, une campagne. Très peu de débats, on a parlé un peu des retraites, qui a été un élément avant le premier tour, un peu de pouvoir d'achat. Mais là, il demande de la tenue. Il demande de la tenue de la part des deux candidats. Parce que précisément, on a envie de dire, la politique un peu d'affrontement, ce côté romantique de la politique, lorsqu'on avait une forte adhésion d'un côté ou de l'autre, et qu'on avait envie de voir avec panache s'affronter les candidats, n'est pas possible s'il n'y a pas eu débat et s'il n'y a pas eu adhésion préalable. En fait, on est encore dans la demande d'adhésion et on veut pouvoir débattre de pouvoir d'achat, de sécurité, de services publics, d'environnement, et ça va être le débat de leur demain. propre vie. Vincent Hervouet, c'est aussi paradoxal. On demande de la tenue aux candidats et en même temps on espère juste le dérapage, on espère le pas de côté, on espère l'invective. Je pense comme les Français, mon cher Vincent. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Voilà, on va essayer d'être le Tartuffe. Effectivement, ce sont deux gladiateurs dans l'arène. Voilà. Ils ont la particularité l'un comme l'autre d'être détestés par une bonne partie de l'auditoire. Alors, c'est un peu archaïque, moi je trouve, cette espèce de duel comme ça, mercredi soir. Mais bon, pendant la trêve pascale, on espère effectivement... On espère particulièrement des coups bas parce que c'est le match retour quand même. Comme le premier avait été marqué par l'écrasante supériorité d'Emmanuel Macron donc je pense qu'il y a un courant de sympathie qui va, comme toujours à la télé quand quelqu'un est humilié, la sympathie de l'auditoire lui est acquise. Et bien là, je pense que Marine Le Pen part avec cet avantage finalement. C'est pas tout à fait les règles de la télé-réalité. Oui, mais je pense que je pense que les gens vont s'identifier plutôt à celle qui a été ainsi humiliée et qui s'est relevée. Et ça finalement ça rétablit la balance. Et donc on espère tous le match retour et que ça saigne. Puis alors, qu'est-ce que vous retenez? C'est ça. Qu'est-ce qu'on retient? Vous êtes très très pervers en fait. Non, on peut être pervers. J'essaie de parler en vérité. Qu'est-ce qu'on retient des autres débats? Finalement, pas grand-chose. Et même c'est très curieux qu'on retienne absolument pas, alors qu'on a eu tout le temps, et chacun a fait à rétro-pédaler, à regarder le match une ou deux fois, les mensonges des uns et des émis autres. par l'un ou par l'autre, les vilainies, par exemple, on retient de Mitterrand en 88, les yeux dans les yeux, je vous le dis, mais de quoi il parlait au fait? Au fait, c'était un gros mensonge et on préfère l'oublier. On retient les petites phrases, effectivement. Les punchlines.
En 81, Mitterrand a longtemps regretté de ne pas avoir lancé à Valéry Giscard d'Estaing qui lui demandait combien valait le prix du ticket de métro, non, le prix du baril de pétrole. Il lui avait dit combien vaut le carat de diamant. Ça c'est l'esprit de l'escalier qu'il a longtemps inventé. Jean-Sébastien Ferjeux, sur ce débat, sur ce moment démocratique, s'il en est. Vérité. De vérité, je ne sais pas. Mais non, je crois qu'il y a un côté spectacle, effectivement, mais la politique est assez largement devenue du spectacle. Peut-être parce que précisément, on est une société très dépolitisée, donc il n'en reste que l'aspect affrontement. En revanche, je pense qu'il y a malgré tout une dimension d'identification, et quand les gens demandent du respect, ça montre aussi que Marine Le Pen n'est plus le personnage, elle n'est plus... D'ailleurs, le débat, la seule fois où il n'y avait pas eu de débat, c'était précisément dans l'entre-deux tours en 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le deuxième tour face à Jacques Chirac. Je pense qu'il y a aussi une attente des électeurs qui veulent se sentir représentés, qui veulent aussi se sentir fiers en quelque sorte de celui qui est leur champion. Alors tout le monde ne se sent pas représenté, il y a beaucoup d'orphelins dans le pays, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont voter par adhésion, mais malgré tout, je pense qu'il y a des visions de la France qui sont différentes et les gens ont envie qu'elle soit bien portée. Et c'est vrai qu'il y a une attente certainement vis-à-vis de Marine Le Pen, de toute une partie de la France. C'est pas juste le spectacle de Marine Le Pen humiliée, c'était aussi probablement des électeurs qui s'étaient sentis eux-mêmes, pas forcément humiliés, mais complètement décontenancés parce que leurs idées n'avaient pas été représentées, avaient mal été défendues. Et pour le coup, avec une Marine Le Pen laissant la place à un Emmanuel Macron, la réduisant finalement à ce qu'elle n'est pas nécessairement, ou en tout cas, il faut toujours distinguer, il y a ce que sont Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ou X représentants politiques, puis il y a ce que sont leurs électeurs. Et justement, si Emmanuel Macron va trop sur le terrain de c'est l'extrême droite, le fascisme, etc., il y a quand même beaucoup de millions de Français qui votent pour ça, dont je ne suis pas certain qu'ils souhaitent que nous devenions un régime fasciste. Alexandre Devecchio. Il y a peut-être pour la première fois, même si je pense qu'elle est outsider très largement et qu'Emmanuel Macron est l'immense favori, pas du débat mais de l'élection, une partie des électeurs qui doutent. Notamment des insoumis peut-être, qui hésitent entre leur détestation d'Emmanuel Macron et leur peur de Marine Le Pen. Je crois que Marine Le Pen n'est plus détestée, mais par contre elle fait peur, il y a une peur de l'inconnu, et ils aimeraient justement profiter du débat pour connaître la vision de Marine Le Pen, et si le débat se déroule dans des bonnes conditions, peut-être avoir l'occasion de changer d'avis sur elle. Et donc quand ils demandent du respect, c'est justement... peut-être qu'elle puisse dérouler sa vision sans subir des accusations idiotes de fascisme, qu'on ait vraiment la confrontation de deux projets et qu'on puisse se situer sur ces deux projets-là. D'accord. Effectivement, ce débat d'entre-deux tours, on verra ce qu'il donne demain soir. On va le suivre en direct à 21h sur CNews. Ce sont les deux grandes chaînes, traditionnellement TF1 et France 2, qui l'organisent, Gilles Montré, pour aller chercher le plus grand nombre d'électeurs possible, enfin en tout cas de citoyens. Oui, alors vous savez qu'en général, au second tour, il y a une participation qui est plus importante dans la Ve République qu'au premier tour, puisqu'on est au moment où vraiment on va choisir le président, la présidente de la République. Ça n'avait pas été le cas en 2017, puisque l'élection a peut-être été trop donnée d'avance. Là, on voit que c'est moins le cas. En tout cas, les scores ont l'air plus serrés. Donc peut-être qu'il y aura ce sursaut. Les deux candidats cherchent à faire venir des abstentionnistes du côté des jeunes, du côté des milieux plus modestes qui ont moins voté, ouvriers, employés, la France périphérique. Donc là, il y a un enjeu de ce côté-là. Et puis je voulais rajouter sur ce qu'on a dit sur Marine Le Pen par rapport au dernier débat. Elle avait été attaquée sur son sérieux. On voit que dans le débat de la semaine dernière, Emmanuel Macron a continué à l'attaquer sur son sérieux en disant mais en fait ça ne fonctionne pas son référendum, ça ne fonctionne pas. On va continuer dans un instant pour etc. voir comment les deux candidats se préparent, parce que c'est très important. Il faut qu'ils soient reposés et frais et dispo pour évidemment convaincre lors de ce débat que nous pourrons suivre sur Europe 1 et sur CNews. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline. Comment les deux candidats qui demain s'affrontent à la télévision fourbissent leurs armes sémantiques en ce moment même? Comment se préparent-ils? Quels thèmes seront abordés? On fait les explications d'Élodie Huchard et on en débat ensuite sur le plateau.
Dernière ligne droite pour la préparation du débat pour les deux candidats. De son côté, Marine Le Pen s'est isolée avec quelques proches. Elle veut travailler le fond, travailler les dossiers. Donc elle révise Marine Le Pen sujet par sujet, notamment avec ce club des Horaces qui l'accompagne et qui lui font réviser ses notes, ses argumentaires. Et puis surtout, Marine Le Pen, elle veut arriver au débat beaucoup moins fatiguée qu'en 2017. Elle avait expliqué se sentir, je cite, noyée lors du débat parce que son agenda avait été trop chargé. Donc il a été allégé. Elle s'est déplacée hier jusqu'à mercredi. Elle n'aura pas d'engagement. Marine Le Pen aussi, qui veut avoir un ton moins agressif qu'en 2017. L'un de ses proches cite d'ailleurs une préparation de sportif. Et puis pour Emmanuel Macron, il a travaillé le débat hier. Et puis il faut aussi qu'il gère ses engagements de président de la République, puisque demain matin, il présidera le Conseil des ministres. Le but pour le président sortant, c'est de mieux faire connaître son programme et de décortiquer le programme du Rassemblement national. Il le disait à nos confrères de 7 à 8, je cite, « Je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que du côté de l'extrême droite, il y a un projet qui mérite d'être clarifié. » Et puis, il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a un peu perdu l'habitude des débats. Marine Le Pen en a fait plusieurs sur les plateaux télé durant ces 5 ans, alors qu'évidemment, en tant que président de la République, il était un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est donc un véritable match retour qui va se jouer entre un président de la République qui doit se jeter dans l'arène et sauver les meubles et Marine Le Pen qui espère tenir sa revanche de 2017. Merci pour ces explications, Élodie Huchard du service politique de CNews. Vincent Hervouet, quand le président Macron, candidat, dit « j'ai un programme qui gagne à être connu », oui, effectivement, encore il fallu l'expliquer aux Français. Oui, c'est une session de rattrapage intense. Mais en même temps, j'ai écouté votre commentaire là, disant qu'il n'a pas été très entraîné, mais depuis 2 ans, depuis 5 ans, il a tellement subi, et notamment depuis 2 ans avec... Oui, mais il a fait beaucoup de débats avec les Français. Oui, bon, le grand débat il ici. sort à l'instant d'une visioconférence avec Joe Biden, et ça doit être pour parler du renforcement des sanctions contre l'Ukraine. Vous imaginez quand même l'ennui épouvantable qui doit vous saisir quand vous êtes face à un écran avec Joe Biden, écoutant ensuite Ursula von der Leyen et la brochette de dirigeants qui en réalité, polonais, etc., qui surenchérissent les uns par rapport aux autres. Il faut avoir quand même beaucoup de capacité d'endurance. Non, ce que je veux dire, c'est que il est parfaitement aguerri. À la fois à résister à la pression, à résister à l'ennui. Et non, mais surtout la capacité à entendre toutes sortes de mensonges ou d'approximations sans broncher. Donc je pense qu'il est quand même assez aguerri. Et elle, de son côté, c'est vrai que un peu de yoga, un peu de... Elle a travaillé aussi, évidemment, Gilles Montré. Oui, des antisèches. Peut-être moins d'antisèches qu'en 2017, parce que c'était ça aussi qu'il avait noyé, tant de fiches, tant de chiffres, qu'à la fin, elle avait perdu le fil. Ce qui va être intéressant, c'est que le débat oblige par construction, par nature, chacun des 2 candidats à aller sur des terrains qu'ils ont moins labourés depuis 10 jours. On a vu en fait, et c'est logique, électoralement, chacun se concentrer sur la frange des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui les intéressait. Donc, la danse du ventre voilà. depuis... Mais c'est pas tout à fait les mêmes, ou en tout cas, c'est pas sur les mêmes thématiques. Et Macron, c'était bien sûr sur l'environnement, grand discours fleuve du Faro, sur la culture, on l'a entendu lundi matin sur France Culture, donc voilà, vraiment c'est la gauche, un peu au sens traditionnel du terme, alors que Marine Le Pen a été les chercher sur le pouvoir d'achat, la sécurité. Il va falloir que l'un et l'autre maintenant s'expriment sur les sujets de l'autre, j'ai envie de dire, parce que le danger de ce débat pour l'instant, c'est qu'il clive la France sur 2 sujets. On a d'un côté un Emmanuel Macron qui parle beaucoup d'une France, j'ai envie de dire, positive, celle qui se projette dans l'environnement, l'écologie, l'innovation, l'industrie, et puis Marine Le Pen sur une France, en tout cas, qui a besoin d'être rassurée sur les services sociaux, sur la sécurité, etc. Donc on va attendre ça demain. Avec les services publics, la présence de l'État dans les territoires, Alexandre Devecchio, ça sera au cœur du débat ou pas ? Ou ce sera le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat ? Moi, je pense que le piège pour Marine Le Pen, bien qu'elle ait beaucoup travaillé, c'est de se laisser justement entraîner sur le terrain d'Emmanuel Macron, qui va être forcément un terrain technique, alors qu'il y a des grands enjeux, à mon avis, qui dépassent la technique. Si Marine Le Pen arrive à dérouler une vision du monde, elle mettra en difficulté Emmanuel Macron. Si elle explique à quel point elle est une bonne gestionnaire, je pense que même en ayant fait des progrès, elle sera jamais meilleure qu'Emmanuel Macron
sur ce terrain-là. J'aimerais bien qu'on refasse un peu de politique dans ce pays, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou très bien, on est dans la dépolitisation de la politique, on est dans la politique réduite à un exercice de bonne gestion, et je crois que c'est malsain pour la démocratie. Je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment deux visions du monde et qu'il y ait du clivage, et que les deux puissent s'exprimer et qu'on puisse juger sur pièce. Jean-Sébastien Ferjou, Marine Le Pen dit dans une vidéo diffusée aujourd'hui sur les réseaux sociaux que la peur est le seul argument qui reste à Emmanuel Macron pour tenter de se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'elle a tort ? Je ne sais pas si c'est le seul argument, c'est un argument. Et en tout cas, c'est une faiblesse de la candidature de Marine Le Pen, parce qu'elle représente toujours une forme d'aventure politique aux yeux des Français. On est un pays où il y a beaucoup d'assurance-vie, il y a beaucoup de transferts sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à perdre. Et c'est vrai que la fameuse rhétorique, vous savez, de qu'est-ce qu'on risque, on a tout essayé, justement, qu'est-ce qu'on risque si on risque quand on a des choses à perdre, et que la candidate en question peut paraître plus ou moins compétente sur le terrain de l'économie. Mais moi, ce que je vois, c'est d'ailleurs, ça a été assez peu commenté, mais lundi dernier, au lendemain du premier tour, alors c'est pas les marchés financiers qui font l'élection, mais quand on pense avec son argent, en général, on est un peu plus lucide que quand on le fait juste avec ses propres opinions ou ses propres passions. Les marchés, ils ont tranché, et ils ont le spread avec l'Allemagne s'est réduit, et la bourse française faisait les meilleurs scores. Donc voilà, incontestablement, Emmanuel Macron, ne serait-ce parce qu'il représente peut-être le statu quo, alors on peut le qualifier même d'immobilisme si on veut, il paraît moins effrayant. Les gens préfèrent souvent l'optimum de second rang, c'est le syndrome de la femme battue, dit autrement, ou quand vous n'êtes pas content de votre job, vous préférez parfois rester dans une situation qui vous déplaît que de prendre le risque de vous projeter dans une autre situation que vous ne maîtrisez pas. Après, ils ont chacun un enjeu qui est difficile à gérer, c'est que c'est pas du tout la même chose de faire un débat s'il y avait une participation très forte ou s'il y a une abstention très élevée, parce que dans le cadre d'une abstention très élevée, et vous en parliez tout à l'heure Alexandre, il y a cet enjeu à minima pour Marine Le Pen de ne pas faire sortir les gens pour voter contre elle. Et c'est là où l'équation est difficile pour elle. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraisemblablement un plafond de verre sur le niveau d'adhésion qu'elle peut susciter. En revanche, ce qui a changé par rapport à 2017, c'est qu'il y a probablement moins de gens qui sont prêts à aller empêcher l'élection de Marine Le Pen. Donc il ne faut pas qu'elle les provoque. Maintenant, justement, la faiblesse, c'est que c'est pas ça non plus qui génère une dynamique ni de l'adhésion. Vincent Herouette, la peur, seul argument qui reste à Emmanuel Macron, selon Marine Le Pen. C'est pas le seul, mais c'est vrai qu'en période de guerre, or, il y a cette menace qui a grandi à l'Est, cette inquiétude, il y a le ralentissement de l'économie mondiale, il y a c'est évident qu'il y a une espèce de réflexe, non pas légitimiste, mais on a tendance à conforter, on ne change pas de commandant en chef au milieu de la bataille. Et d'ailleurs, par exemple, la victoire en Hongrie, à Budapest, il y a 15 jours de cela, de Viktor Orban, a été plus importante que prévu, et elle est mise au compte, justement, de cette inquiétude qui taraude les Hongrois, et qui préfèrent avoir un président qui connaît les interlocuteurs, qui sait comment fonctionne la machine, et qui tutoie aussi bien l'Europe que le Kremlin, et ça a joué à son bénéfice. Et sans doute que le climat général, qui est très anxiogène, jouera au bénéfice d'Emmanuel Macron. Alexandre Devecchio et Gilles. C'est trop tard aujourd'hui, mais Marine Le Pen aurait pu essayer de retourner le paradigme, même si c'est très compliqué, parce que comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou, il y a quand même des gens qui ont à perdre, voire des gens pour qui le système a été plutôt favorable, notamment les retraités qui sont à la fin de leur vie et qui ont majoritairement plébiscité Emmanuel Macron, et qui sont ceux qui votent le plus. Mais elle aurait pu retourner la table en expliquant que finalement, Emmanuel Macron peut faire peur aussi. Et moi, je suis quelque part, il me fait peur sur le bilan, son bilan, mais aussi de ses prédécesseurs qui pratiquaient à peu près la même politique. On peut pas dire que ce soit glorieux, que ce soit sur la dette, sur le chômage. Ce sont ceux qui nous ont dit ça va bien se passer avec l'immigration, vous allez voir, les gens vont s'intégrer gentiment. On a eu les attentats terroristes sur la tête. Donc, on peut aussi considérer que continuer avec les mêmes élites qui ont échoué depuis 40 ans et qui ont conduit au déclin de la France, c'est un risque et un danger. On peut aussi considérer que, étant donné la frustration démocratique du pays, parce que je crois que si Emmanuel Macron est réélu, beaucoup de gens se sentiront frustrés, on va vers des troubles sociaux très importants, et que paradoxalement, une élection de Marine Le Pen, finalement, avec beaucoup de contre
contre-pouvoir très encadrés serait une France plus paisible qui offrirait une alternance, une respiration démocratique qu'un Emmanuel Macron très mal réélu et face très probablement à des troubles sociaux importants. C'est toute la limite de la rhétorique d'Emmanuel Macron, effectivement, quand il dit le programme de Marine Le Pen n'est pas applicable. Parce que c'est un piège intellectuel, parce que dans ce cas-là, il n'y a qu'à pas faire d'élection. Si aucune alternative n'est possible, tout est toujours possible. Simplement, ça a un coût, ça peut avoir un coût économique, un coût démocratique éventuellement, mais c'est politiquement possible et c'est précisément parce qu'on a renoncé à la volonté politique qu'il y a tant de désaffection vis-à-vis de la démocratie en France. Mais elle pourrait aussi dire, mais finalement, regardez, M. Macron lui-même s'est plaint de l'État profond. Que voulez-vous qu'il se passe? J'aurai tout l'État contre moi, j'aurai tous les contre-pouvoirs, tous les magistrats, toute l'Europe, tous les marchés financiers contre moi. Que voulez-vous qu'il se passe donc, si ce n'est que vous serez débarrassé d'Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que c'est pas une posture de grande conquête. Non mais c'est d'où la limite de l'exercice. Mais finalement... En un mot, on a beaucoup parlé de peur. Moi je suis assez d'accord avec Alexandre Devecchio quand il dit que la peur est quand même des deux côtés. Et Marine Le Pen joue la peur de la faillite, la peur de la perte de l'identité nationale, etc. Mais on est des êtres de peur et de désir. Et la vraie question qui va se jouer aussi demain, c'est qui va réussir à créer du désir autour de son programme. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, très peu l'un, très peu l'autre. C'est peu de désir du côté d'Emmanuel Macron, contrairement à 2017, on voit moins la projection, et peu de désir du côté de Marine Le Pen, parce que ça vient de plus loin. C'est dans son discours, dans son parti, on a peu créé de ça peut être le désir vis-à-vis de la personnalité, parce qu'on l'a vu pendant le quinquennat qui s'est déroulé, rien ne s'est passé comme prévu. Et on voit un monde qu'en accélération. Vous le disiez, Vincent Hervouette le soulignait, on est en plus en période de grande instabilité géopolitique, de grande incertitude économique, et donc c'est là où Emmanuel Macron, malgré tout, a sauvé son quinquennat. Les Français considèrent qu'il a bien géré la crise du Covid. C'est-à-dire, face à l'inconnu, on sait qu'il a fait face une fois. Et ça, pour elle n'a pas dans son escarcelle cet argument-là. Alors, il faut qu'elle essaye de convaincre sur ce terrain-là. Parce que je crois que personne ne s'imagine vraiment que la réforme des retraites se passera comme Emmanuel Macron l'a dit ce matin, ce midi ou hier soir. D'ailleurs, on ne sait plus tellement comment elle va se passer. Il va le préciser, je pense, demain. Ni comment Marine Le Pen, qu'un programme de Marine Le Pen serait mis en œuvre, puisqu'elle-même a renoncé ou reculer, on en parlait tout à l'heure sur le port du voile. Donc c'est surtout quelle attitude aurait-il face justement à l'incertitude. Vincent Hervouette. Voilà, oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, Jean-Sébastien Ferjou nous explique que voter pour moi, il ne se passera rien. Personne n'a voté pour moi. Voter pour moi, ça ne changera rien, pourrait être l'argument de Marine Le Pen. Je serai totalement paralysé par tous les contre-pouvoirs de France, de Navarre et d'Europe. On va ironiser vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et dans le deuxième temps, vous expliquez qu'en fait, face à la catastrophe, face à l'apocalypse qui vient, finalement, lequel aurait le plus de caractère? Est-ce que vous préférez, si jamais la Troisième Guerre mondiale commence, être gouverné, dirigé par un ancien banquier d'affaires ou par une femme qui a fait toute sa vie entière l'expérience de l'adversité? C'est ça, en fait. C'est une manière de résumer la question. C'est un choix assez paradoxal. Finalement, je crois que je vais regarder le débat. Vous serez nombreux sur Europe 1 et sur CNews à regarder ce débat de l'entre-deux tours. Allez, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.